Bonjour à tous. Alliancy, média dédié au numérique et business et ses partenaires, les think tanks et associations de professionnels du numérique que sont Play France, IT50+, l'Institut G9+, JEDI et European Champion Alliance ont souhaité rencontrer tous les candidats à la présidentielle qui veulent bien se prêter à l'exercice pour parler de numérique et souveraineté. Pour cette première rencontre, nous sommes aujourd'hui à la Fabrique, le QG de campagne de Valérie Pécresse. Bonjour Mme Pécresse, bonjour. Merci de nous recevoir, ce que nous avons accepté pour des raisons d'agenda très serrées. Tout d'abord, une première question liée à l'actualité. Face à la crise géosanitaire et politique que nous traversons, estimez-vous qu'il est important d'avoir un numérique plus souverain pour une France plus forte et une Europe plus forte? Je crois que c'est une évidence. La guerre en Ukraine, avec notamment toute sa vague de cyberattaques qui l'accompagne, nous montre qu'aujourd'hui, nous avons besoin de faire du numérique une filière souveraine. Et on voit aussi l'interdépendance désormais que nous avons sur les réseaux, puisque lorsque Apple coupe son réseau, ce sont des centaines de milliers de moscovites qui ne peuvent plus avoir accès, par exemple, au métro. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de voir que toutes les menaces géostratégiques sont hybrides et qu'elles s'exercent sur tous les terrains, y compris sur le terrain de l'Internet et des réseaux. Donc nous devons travailler à notre souveraineté numérique comme nous devons travailler à notre souveraineté de défense. Alors évidemment, cette émission est aussi surtout l'occasion d'aborder des solutions concrètes que vous proposez. Je passe la parole à Luc pour la partie sur le premier thème, qui est la compétitivité des entreprises françaises, Luc étant le représentant des associations que j'ai citées précédemment. Bonjour Madame Pécresse, merci de nous accueillir. Il y a un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Vous avez parlé des géants du numérique qui ont un pouvoir potentiellement immense sur les citoyens, sur l'économie. En Europe, qui est un marché gigantesque, le premier marché, faute est de constater que sur les 20 dernières années, c'est quand même le seul continent qui n'a pas vu l'émergence d'un titan du numérique, qui soit à taille égale des fameux GAFAM ou BATX asiatiques. Comment est-ce que vous voyez la possibilité de remettre de la symétrie dans ce jeu concurrentiel qui aujourd'hui étouffe les acteurs français et européens qui restent tout petits, très nombreux, très talentueux, mais tout petits? Le sujet, c'est de faire grandir des champions européens. Et vous savez que l'Europe, pour cela, n'est pas forcément adaptée, et notamment notre politique concurrentielle, puisque la stratégie européenne n'a pas été de faire émerger des grands champions européens. Et aujourd'hui, il faut être totalement conscient que les menaces, effectivement, enfin les menaces économiques, les concurrents économiques viennent des États-Unis et de la Chine, et que eux sont grands. Donc, il faut faire grandir. Et il faut faire grandir nos talents, il faut faire grandir nos entreprises. Pour cela, il faut les aider. Et puis, il faut avoir une approche globale européenne, c'est-à-dire se poser la question en termes de politique globale. Il y a les infrastructures, il y a le logiciel, il y a tous les outils numériques, et il y a aussi la question de la protection des données. Donc, surtout, et de leur utilisation et de leur valorisation. Sur tous ces sujets, nous devons avoir un diagnostic stratégique européen. Et les commandes publiques dans ce domaine sont cruciales. Donc le fléchage, vous êtes favorable au fléchage de 50% moins de la dépense publique IT vers les entreprises françaises et européennes? Comment vous voyez là? Moi, je crois qu'effectivement, il faut se donner, comme on l'a fait pour la culture, il faut se donner un certain nombre d'objectifs et effectivement flécher de la commande publique vers les entreprises françaises et européennes avec des quotas. On peut commencer en 2023 avec 10% de commandes publiques. Il faut se fixer des objectifs. 10% de commandes publiques dédiées à des fournisseurs français ou européens. Puis ensuite, il faudra évoluer 20%, 30%. Moi, je crois que effectivement, cet objectif que vous vous êtes fixé, que vous nous avez fixé, qui est de dire 50% de la commande publique doit aller à des Français et des Européens, ça doit être notre objectif. On doit faire confiance à nos entreprises, on doit leur donner non pas seulement des subventions, comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi des commandes. Parce que, et c'est la vie, si vous ne faites pas confiance vous-même, État, région, département, ville, à vos fournisseurs français, comment voulez-vous qu'ils exportent leurs talents? Comment voulez-vous qu'ils soient crédibles à l'international? On le fait pour les bus, on le fait pour les trains, on doit pouvoir le faire aussi pour les logiciels.
Alors ça, c'est une volonté qui nous va bien, enfin qui va dans le sens de nos recommandations. Après, il y a un sujet, c'est comment est-ce qu'on le fait. Il y a des pays qui ont tenté des choses avec succès, hein, soit dans l'exception culturelle, soit dans le crédit d'impôt, soit dans le Small Business Act, ou même pour des propos de sécurité. Quels seraient vos angles d'attaque sur ce sujet, cette fois-ci dans le comment on fait? Parce que souvent, quand on pose cette question, on nous dit « Ok, on aimerait bien le faire, mais on ne peut pas ». Alors d'abord, moi je crois qu'au niveau européen, il y a une vraie révolution culturelle à faire, et en tant que présidente française de l'Union européenne, enfin, ou plus exactement présidente qui présidera l'Union européenne en mai, je souhaite porter cette question du Buy European Act, qui est toujours pas rentré dans les mœurs. Nos partenaires n'en veulent pas, mais aujourd'hui, c'est la clé. Si nous avons une préférence européenne d'achat qui est actée au niveau européen, à ce moment-là, ça nous permettra d'avoir un outil très puissant. De même qu'un Small Business Act européen, c'est-à-dire une priorité donnée à nos PME au niveau européen, serait un outil très puissant. Moi-même, dans ma région, j'ai mis en place un Small Business Act régional, c'est-à-dire que dans tous les marchés publics que je mets en œuvre, je les configure de façon à ce que les PME puissent y concourir. Et de même, je mets en place des clauses de responsabilité sociale et environnementale qui permettent de commander local. Je crois qu'aujourd'hui, cette question, c'est une question de souveraineté européenne et elle doit être portée au niveau européen. Et puis, il faut aussi que nous le portions au niveau français. Moi, je propose de faire une réforme de la commande publique française à travers une loi souveraineté et responsabilité numérique que je ferai adopter pendant la première année de mon mandat et qui traitera des 4 piliers de la souveraineté, à la fois les infrastructures, les logiciels et les algorithmes, les données, mais aussi la cybersécurité. Justement, sur les infrastructures, qui est notre deuxième thème d'actualité que nous souhaitions aborder, c'est que pensez-vous du positionnement actuel cloud de confiance versus précédemment cloud souverain qui s'appuie notamment sur les technologies américaines? Je crois, là encore, que on a été, ces dernières années, beaucoup trop fascinés par les GAFAM et qu'on a finalement fait très peu confiance aux acteurs français, OVH, Scaleways, Outscale par exemple, mais d'autres. Et les solutions françaises ont été systématiquement écartées. On l'a vu pour le Health Data Hub, qui a été confié sans appel d'offres à Microsoft. Les choses sont aujourd'hui gelées, mais je crois qu'il est temps de faire confiance aujourd'hui à nos entreprises et d'essayer de co-construire avec elles des solutions. Sur le cloud de confiance, aujourd'hui, malheureusement, et on le sait, ce cloud de confiance, il n'est pas stable dans la durée. Aujourd'hui, les données sont certes protégées, mais si ce sont des sociétés étrangères qui sont seules capables de faire la maintenance ou seules capables de moderniser les couches logicielles, alors dans quelques années, nous allons nous retrouver en situation de dépendance. C'est pour ça qu'il faut évoluer vers la construction. Alors ce sera brique par brique. Je sais bien que je ne suis pas utopiste, je sais bien que ça va être compliqué, mais brique par brique, nous devons construire les compétences qui nous permettront d'aller vers un cloud souverain. Est-ce que c'est à l'horizon 2030? Est-ce que c'est réaliste? Pourquoi pas? Fixons-nous des objectifs qui sont des objectifs très ambitieux, essayons de les atteindre. Mais brique par brique, on doit réussir à construire ce cloud souverain parce que sinon, un jour, nous nous retrouverons en situation de dépendance. Pas tout de suite, parce que des garanties ont été données sur la protection des données, mais demain, quand il s'agira de maintenir ou de rénover ce réseau. Merci. Les data centers qu'on a évoqués, hein, qui hébergent les données du monde, sont en croissance quasi exponentielle. Ça ne s'arrête pas, ça s'accélère. L'impact environnemental pose question, même si le numérique est très souvent une solution pour baisser aussi l'impact écologique des activités humaines. Comment vous pensez agir sur la stratégie industrielle européenne et française en la matière pour optimiser cet impact? Alors, là aussi,
c'est une question de verre à moitié vide ou de verre à moitié plein. On a besoin de data centers en France. On a besoin d'avoir nos données sur le territoire français. Et on a besoin de savoir les conserver. Et c'est absolument crucial pour notre économie, c'est crucial aussi pour la modernisation de notre industrie, vous l'avez dit, l'industrie 3, 4.0, certains parlent même d'industrie 5.0, aujourd'hui elle va être numérique et de plus en plus. Et nous allons utiliser l'intelligence artificielle, nous allons utiliser la blockchain, nous allons utiliser le machine learning. Donc nous allons avoir de plus en plus d'intelligence qui va être mise dans nos modes de production. Et moi, je veux réindustrialiser la France. Je ne me résigne pas à ce que nous n'ayons plus que 10% d'industrie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des data centers. Mais il ne faut pas voir l'impact écologique du data center seul. Il faut voir aussi tout ce que le data center permet d'économiser en termes de coût carbone. Et puis, il faut aussi décarboner les data centers eux-mêmes, c'est-à-dire produire une énergie de plus en plus décarbonée. C'est mon objectif, zéro carbone 2050. C'est pour ça que je veux réinvestir puissamment aux côtés du renouvelable dans le nucléaire, parce que je pense que nous aurons besoin de beaucoup plus d'électricité pour pouvoir produire une énergie décarbonée et se fixer comme objectif d'avoir des data centers, eux aussi, neutres en carbone à horizon 2030. Vous savez qu'une des critiques qui est faite de plus en plus à la French Tech et aux pépites de la French Tech, les licornes et les futurs géants, c'est de tourner sur des data centers souvent en Irlande ou au UK qui sont ceux des GAFAM, qui tournent au charbon et qui ont un impact terrible en réalité en matière d'émissions carbone. Et donc possiblement, comme la France est quand même un des meilleurs élèves européens en la matière, notamment par l'énergie nucléaire, il y aurait quand même une logique à pouvoir allier justement la source d'énergie française et puis ces acteurs locaux finalement. Absolument, ça correspond exactement à ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, on doit mesurer l'impact carbone de toutes les activités des entreprises et qu'un des atouts de la France, c'est d'avoir cette énergie décarbonée et c'est de pouvoir proposer des solutions décarbonées. C'est pour ça aussi que je suis favorable à une taxe carbone européenne qui permette à la France de faire valoir tous ses atouts en la matière qu'on ne fait pas assez valoir, je trouve, dans le prix de nos produits. Justement, pensez-vous que le numérique est-il une des solutions aux grands défis sociétaux comme le climat, l'alimentation, l'énergie et quel secteur vous privilégieriez sur ces sujets-là? Alors, il se trouve que le numérique peut nous aider dans énormément de domaines. Moi, j'en vois déjà 3 qui sont très importants, qui sont mes 3 priorités aujourd'hui pour les Français. C'est protéger, éduquer, soigner. Sur la protection, il est évident que le numérique, avec des procédures pénales numérisées, avec des logiciels améliorés, pourrait rendre la justice beaucoup plus rapide, pourrait permettre aux policiers de libérer du temps d'enquête. Donc c'est très important pour la protection. Et j'ajoute que la criminalité se développant énormément dans le monde cyber, moi je veux un cyberparquet, parce que c'est grâce aux cyber-enquêtes qu'on arrivera à mettre hors d'état de nuire un certain nombre de réseaux mafieux qu'on n'arrive pas à coincer, j'allais dire, dans la vraie vie. Donc protéger, éduquer. Éduquer, je crois que le numérique permet de faire un bond dans l'innovation pédagogique. C'est pour ça d'ailleurs que dans ma propre région, la région a donné et fourni des ordinateurs aux professeurs et aux élèves. Je souhaite que les professeurs puissent avoir les bons outils numériques aussi, parce qu'il y a une puissante intelligence collective numérique avec des outils pédagogiques qui sont extrêmement utiles pour les élèves et ça peut nous permettre de mieux éduquer. Je pense notamment au laboratoire de langue. Aujourd'hui, on peut avoir un laboratoire de langue embarqué, on peut auto-apprendre une langue, on peut faire dialoguer des jeunes de 2 classes totalement de pays étrangers. Donc pour l'apprentissage des langues, mais pour tous les apprentissages, en réalité, le numérique peut être extrêmement précieux et je pense aussi aux enfants en situation de handicap. Donc on a aujourd'hui, pour éduquer, un outil numérique qui est très important. Pour la santé
enfin. Moi, je crois à la télémédecine, je crois aussi à la possibilité de traiter les données de santé pour faire une médecine beaucoup plus personnalisée. C'est ce que je fais là aussi. J'ai lancé ces projets-là dans ma région, mais je pense qu'il faut le faire au niveau national. C'est tout l'objet, si on le réussit, du Health Data Hub qui permettra d'avoir aussi la possibilité, à un moment donné, d'utiliser des données de santé pour faire une médecine plus personnalisée, tout en protégeant les données personnelles, parce que ça aussi, c'est très important. Et puis on a parlé de la réindustrialisation. Je pense que le numérique est crucial dans la modernisation de notre économie, dans la modernisation de toutes nos entreprises et dans la sécurisation des paiements. Alors Jean-Michel Huette, qui est un représentant de l'Institut G9+, souhaite vous poser une question qui a été enregistrée. Bonjour Madame Pécresse, Jean-Michel Huette pour l'Institut G9+. L'accès Internet aujourd'hui est essentiellement réalisé grâce aux câbles sous-marins, aux satellites, majoritairement détenus par des sociétés nord-américaines ou chinoises. Est-ce que, vu le contexte géopolitique tendu, il ne serait pas temps que l'Europe ait une sorte de souveraineté sur cette dimension, comme d'autres superpuissances l'ont fait? C'est une question extrêmement délicate, parce que vous imaginez l'investissement colossal que ça représente, mais il est évident que nous avons une faille de souveraineté avec ces câbles sous-marins et qu'il va falloir organiser leur protection. Également sur les grappes de satellites, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs qui lancent des grappes de satellites dans l'atmosphère pour fournir de l'Internet localement. D'ailleurs, je pense que pendant la crise ukrainienne, Elon Musk avait proposé de déplacer ses satellites au-dessus de l'Ukraine pour leur fournir un accès. Donc on voit que ce sont vraiment des outils d'infrastructure extrêmement stratégiques qui nécessitent effectivement des investissements colossaux et sur lesquels, y compris en Europe et dans les liaisons entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe et les États-Unis, entre l'Europe et d'autres continents, puisque l'Europe est quand même au centre par la Méditerranée, l'Atlantique et par le terrestre en Europe et vers l'Asie du monde. Et comme on est une place marchande clé, donc ces investissements-là, à un moment donné, si on n'accepte pas de les faire, on prend un risque un jour d'être en difficulté. Alors effectivement, sur le spatial, c'est aussi on a parlé du monde cyber, mais on n'a pas parlé de l'espace, mais c'est aussi un enjeu de souveraineté majeur que de garder notre compétence spatiale. Oui. Vous le savez, nous sommes leaders dans un certain nombre de sujets, et notamment dans les satellites de télécommunication. GPS. Et c'est là aussi un investissement totalement stratégique pour l'industrie de demain que de continuer puissamment dans le spatial. Et moi, je m'inquiète des retards qui ont été pris par Ariane 6, notre lanceur, qui risque de nous rendre dépendants justement pendant une certaine période de lanceurs étrangers. Nous avons besoin de garder notre capacité d'accès à l'espace et nous avons besoin aussi de pouvoir lancer des satellites de télécommunication qui nous permettront, si jamais nous en avons besoin, d'avoir des solutions de télécommunication fiables. Alors, il faut des redondances. Le troisième thème que nous souhaitions aborder, c'était sur l'écosystème français d'innovation. Luc. Alors, la French Tech multiplie les licornes, on en a parlé. Les startups devraient créer près de 20 000 emplois cette année en France. Quelle évolution avez-vous en tête sur le dispositif French Tech et la Startup Nation qui a fait beaucoup parler d'elle? Quelles seraient vos modulations sur ces programmes? D'abord, je me félicite du succès de la French Tech parce que je pense qu'elle montre les talents français, elle montre nos capacités d'innovation et elle montre aussi l'esprit d'entreprise. Donc là-dessus, la French Tech pourra compter sur tout mon soutien, comme elle le sait déjà, puisque la French Tech est quand même un écosystème qui est très francilien et un certain nombre des acteurs savent que la région est vraiment puissamment à leur côté. Quand j'étais ministre de la
la recherche il y a 10 ans, c'est nous qui avons lancé le plan d'investissement d'avenir, le premier plan d'investissement d'avenir qui a été le prélude à toute une série d'autres plans stratégiques, dont ceux de ce quinquennat. Mais nous avions déjà à l'époque réalisé qu'il fallait investir dans les meilleurs projets de recherche partenariale, dans les meilleurs projets industriels. Alors moi, je veux prolonger cet effort parce que malheureusement, ce que je vois, c'est que certes, il y a des levées de fonds en France, je crois que c'est 11 milliards, mais quand nous levons 11 milliards, les Allemands enlèvent 15 et les Britanniques enlèvent 28. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire plus, qu'on peut faire encore plus grand, et puis qu'il faut aussi éviter le départ d'un certain nombre de nos talents à l'étranger. Donc ça suppose quoi? De la débureaucratisation. Encore plus de débureaucratisation parce qu'on le voit, c'est quand même toujours beaucoup plus simple et on est toujours beaucoup mieux accueilli dans un certain nombre de pays. Tout à l'heure, vous avez cité l'Irlande. J'avais un patron qui me racontait une histoire récente qui me disait, quand je suis arrivée en Irlande, on m'a dit, les administrations m'ont dit, de quoi avez-vous besoin? Voilà. C'est pas exactement... Ça résume tout. C'est pas exactement comme ça qu'on est accueilli en France quand on veut créer une entreprise. En France, il manque toujours un papier et il manque toujours un formulaire. Donc, je pense que c'est une question aussi de voilà, il faut vraiment qu'on mette en place une administration qui soit vraiment en appui de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprises, de la French Tech. Et puis, bien au-delà, je crois qu'il faut aussi qu'on s'interroge sur le fait de savoir pourquoi nous n'avons eu qu'une seule licorne industrielle, Exotech. Oui, et pourquoi est-ce que, là encore, quand on parle d'industrie, on a comme une espèce de réticence à créer de l'emploi industriel en France. Donc ça, c'est aussi un sujet. Alors peut-être que ça vient aussi de problèmes de formation. Et moi, je veux mettre cette question de la formation, des talents, au cœur de ma stratégie pour les 5 prochaines années. Nous devons confier l'orientation des jeunes désormais aux régions, avec les territoires, en lien avec les entreprises du territoire, en lien avec les besoins du territoire. Et nous devons amener beaucoup plus de jeunes à la fois vers les métiers du numérique, où nous allons avoir besoin d'1 million de talents d'ici 2030. Donc moi, je propose qu'on fasse du repérage dès le collège, puisqu'on va commencer le codage au collège. Il faut que dès le collège, on commence à faire le repérage de ces jeunes qui ont envie de s'engager dans les filières du numérique. Et puis, il faut qu'on revalorise ces métiers industriels d'une manière très puissante et qu'on y engage les jeunes. Moi, je propose qu'on mette en place de l'alternance systématique pour tous les jeunes qui ont envie d'aller dans des filières professionnelles, de façon à ce qu'ils se sentent tout de suite valorisés, tout de suite accompagnés. Et je crois que la voie du compagnonnage est celle qui est la meilleure, donc apprentissage ou alternance systématique pour les jeunes, de façon à revaloriser ces métiers industriels. Et c'est vrai que plus globalement, les rôles modèles scientifiques sont plus du tout ceux qui attirent aujourd'hui, et c'est quand même très inquiétant, puisque... Alors moi, ce que je souhaite aussi, c'est faire un nouveau programme de recherche qu'on appellerait France Excellence, FREX, et là encore, en recherche partenariale sur des grands projets d'innovation stratégique. On définit des objectifs stratégiques pour la nation, prenons le quantique par exemple, et on décide que sur cet objectif, on met en place des programmes totalement blancs, c'est-à-dire on ouvre à tous les chercheurs du monde entier la possibilité de venir, à condition de travailler en partenariat avec des entreprises françaises. Voilà. Et on pourrait le faire ici, en France. Et d'une manière générale, moi je compte augmenter le budget de la recherche d'1 milliard d'euros dans le prochain quinquennat, parce que je pense que notre recherche aujourd'hui a besoin d'un nouveau souffle, et que ce soit dans les biotech, dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, dans le quantique, on a besoin d'allier la puissance de nos mathématiciens, de nos physiciens fondamentaux, avec la puissance de nos entreprises et de nos startups. Alors ça tombe bien, notre ami Alain Garnier, qui représente Play France, qui est une association avec une dynamique formidable et que je remercie au passage, veut vous poser une question sur les écosystèmes d'innovation. Bonjour Madame Pécresse, Alain Garnier, je suis un des cofondateurs du mouvement Play France Digital. Alors on constate de plus en plus de levées de fonds spectaculaires dans la tech, notamment autour des licornes, qui lèvent effectivement des dizaines et dizaines de millions d'euros pour atteindre des valorisations de plusieurs milliards.
Le problème, c'est que ces licornes, en fait, sont souvent dans des fonds qui sont soit étrangers et majoritairement américains, et d'autre part, les technologies qu'utilisent ces licornes sont également américaines, en particulier le cloud US. Et le problème, c'est que du coup, beaucoup d'argent levé part aux États-Unis directement, et d'autre part, ces pépites, elles risquent de partir là-bas sur ces marchés. Alors ma question, Madame Pécresse, c'est quelles sont vos propositions pour empêcher la fuite des pépites de la technologie française? Alors d'abord, il faut créer, je crois, un haut conseil de la souveraineté économique et numérique, comme il y a un mécanisme qui s'appelle le CFIUS aux États-Unis, c'est-à-dire un haut conseil qui statuera lorsqu'il y a des rachats d'entreprises dans le délai d'1 mois pour vérifier que le rachat de cette entreprise ne met pas en cause vraiment les intérêts souverains de la France. Donc ça, c'est très important d'avoir ce haut conseil à la souveraineté numérique, mais à côté de ça, il faut aussi qu'on ait des fonds d'investissement qui puissent venir investir eux aussi aux côtés d'acteurs publics comme aujourd'hui le fait la BPI par exemple. Donc on a besoin de ce fonds d'investissement. Moi je propose de mettre en place un livret d'épargne pour tous les Français qui permettrait d'alimenter un fonds d'investissement national, souverain, qui pourrait investir dans ces entreprises qui sont des entreprises stratégiques pour pouvoir les faire grandir, que ce soit au plan national ou que ce soit au plan régional. Donc, quelle est votre vision du numérique de demain et sur quoi devra-t-il porter l'accent si vous deviez le caractériser? Ce que je crois, c'est que le numérique de demain devra d'abord être beaucoup plus sécurisé. Parce que ces questions de sécurité des données vont être clés, cruciales. On confie au numérique maintenant pratiquement toute sa vie. Et donc, il faut qu'elle soit protégée. Et quand je vois arriver le métavers, en bon français dans le texte, le métaverse, comme disent les anglo-saxons, eh bien je me dis que des personnes vont confier vraiment toute leur vie, c'est déjà le cas sur les réseaux sociaux, au réseau, au numérique, et que c'est extrêmement dangereux pour l'avenir, pour leur avenir. Donc il faut vraiment préserver la personne humaine et préserver les données personnelles. Et ça doit être vraiment une réflexion éthique que nous devons avoir et qui doit développer une régulation internationale de protection réelle de toutes les données personnelles qu'on va mettre, avec la question aussi du droit à l'oubli, avec la question de la protection contre le harcèlement, avec la question aussi de l'anonymat des menaces. Donc sur tous ces sujets-là, je pense qu'on n'est pas du tout au bout de la régulation, de la protection et de la sécurisation aussi des transactions. Aujourd'hui, on a l'arrivée des crypto-monnaies, on a l'arrivée de la blockchain, on a aujourd'hui des révolutions qui sont en train vraiment de nous poser des questions auxquelles on n'a pas encore les réponses et des évolutions de la société qu'on ne sait pas encore vraiment maîtriser. C'est vraiment un monde qui s'ouvre, un monde à la fois de possibilités extraordinaires, mais aussi un monde de risques. Et donc, je crois que la puissance publique, qui évidemment suit la technologie, ne la précède pas, hein, puisque tout ce qui s'invente aujourd'hui, personne ne l'avait imaginé hier. Donc, la puissance publique, en matière de numérique, suit l'innovation, ne la précède pas, mais elle doit toujours avoir en ligne de mire son rôle. Quel est le rôle d'un responsable public? C'est d'abord de protéger son peuple. Et donc protéger son peuple, c'est protéger la dignité de la personne, protéger les personnes humaines, et puis aussi protéger la souveraineté de l'État, et faire en sorte que nous ne soyons pas demain les vassaux, soit des États-Unis, soit de la Chine. Donc ces questions de protection, elles sont clés pour moi, pour demain, dans le monde du numérique, et elles vont nous nécessiter que nous y mettions vraiment toute notre intelligence, et puis que nous le fassions au niveau européen aussi, parce que toute seule, la France ne pourra pas. Donc il faut que ces sujets-là soient traités au niveau européen. Il y a déjà eu un certain nombre d'avancées au niveau européen, sur la concurrence, sur les services, sur la fiscalité, mais on voit bien que les choses changent tellement vite que nous devons aussi pouvoir nous adapter, et que quelquefois la réponse politique est beaucoup plus lente que la réponse technologique. Mais la France peut être quand même
une mouche de coche en Europe pour montrer des voies de changement justement et de reprise en main du politique. D'ailleurs, beaucoup d'observateurs disent que finalement, maintenant, les grands acteurs numériques sont des acteurs politiques extrêmement puissants, puisque eux-mêmes décident de réguler en censurant un certain nombre de comptes, etc. Enfin, donc c'est la question, c'est est-ce que la France peut anticiper le mouvement européen ou lui donner le là, en fait, hein, et contrer cette régulation qui, si elle n'est pas faite par le politique, et là je vous rejoins, est faite au final par les acteurs privés eux-mêmes, souvent extraterritoriaux, extra-continentaux. Et là, ça pose quand même question. Je crois que la France, elle a toujours un rôle à jouer. Moi, je me souviens d'il y a quelques années sur la question des logiciels, où nous avions joué un rôle en disant qu'il fallait les faire échapper aux règles de l'OMC et que voilà. Donc sur ces questions, la France a toujours eu une voix singulière à porter, mais pour qu'elle puisse continuer à la porter, il faut qu'on continue à être puissant et qu'on continue à rayonner, qu'on continue à être une grande nation scientifique. Et alors, je vais peut-être revenir aux bases, mais je crois qu'il faut que les mathématiques soient au cœur de tous nos enseignements dès l'école. Et je crois encore davantage dans la formation de nos jeunes et la formation de nos enseignants. Merci beaucoup. Merci Valérie Pécresse. Merci au nom de toutes les associations.